qu'ont en commun ces 5 scientifiques primés? Ce sont les meilleurs dans leur domaine et tous ont quitté l'Europe pour l'Amérique. Leurs parcours ne sont qu'un exemple parmi les très nombreux cas de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. De nombreux esprits renommés du monde entier se sont installés aux États-Unis pour poursuivre leur carrière intellectuelle. Mais pourquoi? Dans le cas de ces scientifiques, cela était lié à la Seconde Guerre mondiale, mais ça a continué et la situation s'est aggravée et mondialisée. Comment l'Amérique a-t-elle attiré sans cesse les immigrants les plus recherchés? Le début de cette fuite des cerveaux en Europe remonte selon moi aux années 1930, quand la montée du fascisme en Allemagne nazie a poussé de nombreux scientifiques et intellectuels juifs à fuir le continent. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, des scientifiques d'Allemagne et de pays voisins sous l'Axe ou annexés ont fui les régimes oppressifs pour continuer leurs recherches en Occident. De 1930 à 1940, et un plus de 1150 scientifiques juifs ont fui l'Allemagne pour les États-Unis, dont 7 lauréats du prix Nobel comme Einstein et Niels Bohr. Je sais que ce chiffre paraît faible, mais il concerne seulement les scientifiques juifs. Beaucoup d'autres sont aussi venus. Cette immigration a eu un impact énorme en stimulant une activité intellectuelle accrue aux États-Unis, en raison de l'implication très active de ces scientifiques dans le milieu scientifique américain. Nous pouvons retracer leur influence de 2 manières. La construction de la première bombe atomique, ce qui est évident, et l'effet indirect de leur mentorat, qui est peut-être un peu plus difficile à percevoir, mais qui a été le plus grand bénéfice pour eux et dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Avant la Seconde Guerre mondiale, la physique allemande surpassait largement l'américaine. Les meilleurs étudiants américains en physique de 3e cycle devaient généralement passer un certain temps à étudier en Allemagne, comme le lauréat du prix Nobel Isidor Rabi, qui a étudié sous la direction d'Otto Stern et Oppenheimer sous celle de Max Born. Je veux dire, les Allemands étaient bien en avance sur tout le monde, et à cause de cela, beaucoup craignaient qu'ils ne remportent dans la course à la création de la bombe atomique. Évidemment, cependant, avec le succès du projet Manhattan, nous avons vu qui a finalement remporté cette bataille. Grâce à l'aide de scientifiques immigrés comme Enrico Fermi, qui a quitté l'Italie en raison des lois raciales mises en place. Parce que sa femme était juive, Hans Bethe, qui a fui les nazis, Edward Teller, qui a fui la Hongrie. Et d'ailleurs, il est aussi le père de la bombe à hydrogène moderne. Je pourrais citer bien d'autres noms, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, bien que la production réussie d'armes nucléaires ait été un effet direct de la migration de ces grands scientifiques européens, l'aspect du mentorat est de loin ce qui a fait de l'Amérique le pays le plus avancé scientifiquement au monde. Beaucoup de ces scientifiques venus aux États-Unis ont trouvé d'excellents emplois, surtout dans l'enseignement. En fait, la majorité de ces scientifiques travaillaient sur la côte Est, dans des universités telles que Princeton, NYU, Cornell, l'Institut Carnegie de technologie et l'Université de Pennsylvanie. En gros, ces grands scientifiques comme Einstein transmettaient leur savoir à la prochaine génération des plus grands esprits américains. Et cela a rapporté des dividendes importants, déjà en 1977. Oui, je sais que ça date de presque 50 ans, mais il n'existe pas de données plus récentes. Mais rien qu'en 1977, 48 des 92 lauréats qui ont gagné aux États-Unis avaient travaillé avec un lauréat du prix Nobel en tant que post-doctorant, jeune collaborateur ou étudiant. Fermi, par exemple, a été le mentor de 6 lauréats, tandis que Niels Bohr en a encadré 4. Pendant ce temps, les 6 autres scientifiques juifs qui sont arrivés entre 1930 et 1941 ont été les mentors de 6 autres lauréats du prix Nobel. Parmi eux figurait John Bardeen, mentor de 2 lauréats du prix Nobel. Vous pouvez donc maintenant voir l'impact en chaîne qui s'est produit grâce au mentorat de ces scientifiques, ce qui a permis à l'Amérique de rester aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale a pris fin, et on pourrait penser que la fuite des cerveaux aurait pris fin elle aussi, ou du moins que son intensité aurait diminué après la chute du fascisme. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de cela, il y a eu une deuxième vague, mais cette fois, au lieu que ce soit les scientifiques qui fuyaient des régimes oppressifs, c'était les scientifiques eux-mêmes qui détenaient beaucoup de pouvoir. Comme je l'ai dit auparavant, l'Allemagne était un pays qui comptait de brillants scientifiques, même si elle a été prise en main par le parti nazi. Après tout, l'ingénierie allemande est depuis longtemps synonyme de précision, fiabilité et innovation. À la chute de l'Allemagne nazie, des milliers de scientifiques, ingénieurs et techniciens reconnus sont soudainement devenus disponibles. Ils avaient 2 choix, soit passer en jugement et passer le reste de leur vie en prison, soit travailler pour les États-Unis. Cela est devenu connu sous le nom d'opération Paperclip. Son objectif officiel était de faire venir ces experts aux États-Unis pour 6 mois à 1 an, afin d'aider l'Amérique contre le Japon. Mais après cela, le monde de la géopolitique a fini par basculer dans une guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ainsi, de nombreux scientifiques de l'ex-Allemagne nazie
ont été transférés dans ces deux pays pour soutenir leurs avancées scientifiques et leur compétition dans la course à l'espace et aux armements. Entre 1945 et 1959, les États-Unis ont fini par recruter secrètement plus de 1600 Allemands pour travailler au sein du gouvernement, y compris des personnalités notables comme Werner von Braun, inventeur du premier missile balistique guidé à longue portée. Le V2 est considéré comme le père du voyage spatial. Et Kurt Hradebes, qui est devenu le premier directeur de la toute nouvelle NASA. Les Soviétiques ont gagné le début de la course à l'espace avec Sputnik, un premier satellite en orbite autour de la Terre. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Les Américains ont gagné en posant le pied sur la Lune, surtout grâce aux Allemands. Après la guerre froide, la fuite des cerveaux a diminué, les États-Unis accordant moins d'importance au développement des armes et technologies. Avec la montée en puissance de la Russie dans les années 2000 et maintenant la Chine qui commence à rivaliser avec l'Amérique pour le pouvoir géopolitique, la tendance s'est bien sûr inversée. La fuite des cerveaux depuis l'Europe et le monde entier se poursuit différemment. De nombreux Européens fuient désormais la bureaucratie plutôt que les dictateurs. Voyez-vous, mais à première vue, comparer les niveaux de bureaucratie aux États-Unis et en Europe est assez intéressant. Principalement parce qu'il y a objectivement plus de bureaucratie aux États-Unis. Dans l'Union européenne, 60 000 employés de l'administration publique sont responsables de 440 millions de citoyens, tandis qu'aux États-Unis, la fonction publique compte plus de 2 millions d'employés pour 330 millions d'habitants. Je parle ici d'entrepreneuriat et de culture des startups. En Europe, créer une entreprise implique bien plus de paperasse, de réglementation et de taxes. C'est beaucoup plus cher et bien plus compliqué. Ces réglementations ne sont pas forcément mauvaises pour la protection des données, mais elles limitent fortement le nombre de personnes pouvant lancer un projet en Europe et freinent l'innovation. Il y a aussi le problème du financement. Ces différences en entrepreneuriat se reflètent dans la mentalité des investisseurs européens, plus averses au risque que les capital risqueurs et investisseurs américains. Dans la Silicon Valley, on peut souvent lever des fonds pour sa start-up, même si l'idée semble folle. L'échec n'est pas un problème, il est vu comme une étape vers le succès. C'est la culture américaine. En Europe, soit dit, c'est différent. On investit parce que l'entreprise réussit déjà, pas par anticipation d'une réussite. Si vous obtenez des financements, le montant levé en Amérique est bien supérieur à l'Europe. Les capital risqueurs américains disposent de 271 milliards de dollars contre 44 milliards pour l'Europe. Beaucoup de jeunes Européens ambitieux finissent souvent par partir en Amérique pour créer une entreprise ou accomplir de grandes choses. Cela peut arriver dès leurs années universitaires, car les meilleures universités américaines, comme Stanford, le MIT et Harvard, attirent d'abord ces étudiants internationaux. Nous l'avons vu avec les frères milliardaires, John et Patrick Collison, partis d'Irlande à Harvard et au MIT, puis ayant quitté leurs études pour créer Stripe dans la Silicon Valley. Mais même si une entreprise a été créée en Europe, de nombreux Européens déplacent quand même leurs entreprises valant des milliards de dollars aux États-Unis en raison de la fiscalité moins élevée et pour les raisons mentionnées ci-dessus. Comme ces 4 licornes françaises, récemment par exemple. En conséquence, l'Europe continue de perdre ses talents les plus brillants et les plus innovants au profit des États-Unis encore aujourd'hui. Le départ de ces entreprises très valorisées en Amérique explique pourquoi les salaires moyens, notamment dans la tech, y sont bien plus élevés qu'en Europe. Que l'on parle de l'Allemagne ou de la Roumanie, c'est bien plus élevé. Et cela pousse aussi les travailleurs européens brillants qui sont plus ambitieux et veulent en gagner plus d'argent à venir en Amérique. C'est un cercle vicieux qui représente la version moderne de la fuite des cerveaux de l'Europe vers l'Amérique.
Maintenant, vous vous dites peut-être, oui, l'Amérique offre des salaires bien plus élevés et c'est mieux pour cet environnement ultra compétitif. Mais en coût de la vie, progrès social et équilibre vie proche-perso, l'Europe dépasse le reste du monde. Sans parler de leurs incroyables programmes de protection sociale, ce qui doit forcément jouer un rôle dans la rétention des talents. Et oui, c'est vrai. Cela devient moins important avec la crise démographique en Europe. La population vieillit et les jeunes doutent que le système de retraite les soutienne ou existe encore plus tard. Ils partent aux États-Unis pour plus de contrôle. Mais ces avantages européens ont contribué à une fuite des cerveaux en sens inverse. Regardez ce graphique. Entre 2013 et 2022, le nombre d'Américains aux Pays-Bas est passé d'environ 15 500 à 24 000. Au Portugal, il a triplé pour atteindre près de 10 000. Et en Espagne, il est passé d'environ 21 000 à près de 34 000. Dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne et les pays nordiques, le nombre a augmenté modérément ou est resté stable. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne estime que le nombre d'Américains résidents est passé de 137 000 en 2013 à 166 000 en 2021, selon la dernière estimation. De plus, l'Europe a commencé à investir beaucoup plus récemment dans l'entrepreneuriat. Le nombre de startups financées ayant doublé entre 2019 et 2022 et leur part du financement mondial en capital risque ayant plus que triplé de 2003 à 2023. Donc ils commencent à riposter davantage. Ensuite, il y a l'Asie. Depuis la loi sur l'immigration et la nationalité de 1965, qui a supprimé la discrimination contre les immigrés non originaires d'Europe de l'Ouest et favorisé les personnes aux compétences recherchées, comme en médecine ou ingénierie, de nombreux Asiatiques ont pu émigrer aux États-Unis. Les raisons de l'immigration varient selon les pays, mais reposent globalement sur les mêmes bases. Beaucoup ont quitté leur pays pour les États-Unis, fuyant des dictateurs comme Mao Zedong ou Ferdinand Marcos, ou cherchant de meilleurs revenus et une vie plus agréable, souvent pour ces trois raisons. Et depuis, des pays comme la Chine, l'Inde et les Philippines ont été particulièrement touchés. Dès l'année 1972, 7143 médecins immigrés sont venus aux États-Unis, dont près de 5000 venant d'Asie. L'Europe, autrefois majoritaire parmi ces immigrants, n'en a fourni que 911 cette année-là. Le nombre d'immigrants chinois n'a cessé d'augmenter depuis, doublant entre 1980 et 1990, puis presque doublant à nouveau entre 1990 et 2000. Ils représentent désormais le troisième plus grand groupe d'origine parmi les immigrants aux États-Unis, comptant pour 5% des 45,3 millions d'immigrants. Les États-Unis sont la principale destination des immigrants chinois dans le monde, accueillant environ 28% des 8,6 millions de Chinois vivant hors de Chine. D'après la division de la population de l'ONU à la mi-2020, l'immigration chinoise est très qualifiée. Les étudiants chinois constituent le principal contingent d'étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur américain. Et ces ressortissants ont reçu le deuxième plus grand nombre de visas temporaires, H1B, parrainés par des employeurs en 2021 derrière l'Inde, ainsi que 54% des 2900 visas d'investisseurs immigrants délivrés cette même année. Il y a aussi l'Inde, deuxième groupe d'origine des immigrants aux États-Unis, avec 6%, le plus grand nombre de visas H1B parrainés par des employeurs, et un pays si concerné qu'un terme a été créé, la grande fuite des cerveaux indiennes. Si vous regardez certains des anciens et actuels PDG les plus importants récemment, vous verrez qu'il y a pas mal d'Indiens. En fait, dans le secteur technologique, ils dominent vraiment. La Silicon Valley est essentielle pour le progrès technologique et la domination mondiale. Et les immigrés représentent 69% de leur main-d'œuvre dans les métiers hautement technologiques, avec 26% venant d'Inde, 14% de Chine, et d'autres pays asiatiques comme les Philippines, le Vietnam et le Pakistan représentant 29%. En 2020, le nombre total de médecins diplômés à l'étranger aux États-Unis est de 209 000, dont 60% viennent de pays à faible revenu. Et l'Inde est le principal pays d'origine, fournissant 41 000 médecins aux États-Unis, soit près de 20% de leurs médecins étrangers. Dans la santé, surtout pour les infirmières, les Philippines ont principalement soutenu le système médical américain, ce qui a été mesuré. Quand les États-Unis ont pris le contrôle des Philippines en 1898 après la guerre hispano-américaine, ils ont créé des écoles d'infirmières pour enseigner la médecine occidentale en anglais et combler leur pénurie d'infirmières. Cela a porté ses fruits. Depuis 1960, 150 000 infirmières philippines sont venues travailler aux États-Unis. Et bien qu'ils ne représentent aujourd'hui que 1% de la population totale des États-Unis, ils représentent 4% de tous les infirmiers et infirmières diplômés du pays, avec certains États comme la Californie, où 20% des infirmiers sont philippins. Ils soutiennent le système médical américain malgré leur propre pénurie d'infirmiers. En Amérique latine, c'est la même histoire, mais à une échelle encore plus large.
Si vous regardez par exemple le Venezuela, après l'élection de Hugo Chavez comme président puis de son successeur Nicolás Maduro, à cause de leur politique, plus de 1,5 million de Vénézuéliens ont quitté le pays. Mais si vous regardez qui sont réellement ces 1,5 million de Vénézuéliens, eh bien selon une étude de l'Université centrale du Venezuela, ils sont extrêmement instruits. Plus de 90% de ceux qui ont émigré ont fait des études universitaires. Et parmi eux, 40% ont des maîtrises, tandis que 12% ont des doctorats et des post-doctorats. Cette université a également perdu 700 de ses 4000 professeurs entre 2011 et 2015, tandis que l'université Simon Bolivar, sans doute la plus prestigieuse université scientifique et technologique du pays, avait perdu 240 professeurs entre 2009 et 2014. Pendant ce temps, selon ce graphique de 2018, alors que 43% des Argentins aux États-Unis ont des diplômes universitaires, seulement 20% en Argentine en ont. Maintenant, rien de tout cela n'est vraiment surprenant. Comme je l'ai dit auparavant, les gens vont là où il y a de meilleures opportunités économiques, plus de sécurité et moins de corruption. C'est tout simplement naturel. Dans des pays comme l'Argentine ou le Venezuela, loin des États-Unis, seuls les riches et les instruits peuvent se permettre ce voyage, contrairement aux pays proches comme le Mexique ou le Guatemala. Cela dit, au Mexique, en 2013, il y avait 30 000 citoyens titulaires d'un doctorat et un tiers d'entre eux vivaient aux États-Unis. Tous les pays d'Amérique latine ont été vidés, volontairement bien sûr. Plus de 80% des diplômés universitaires de pays des Caraïbes comme Suriname, la Jamaïque, Haïti, la Grenade et la Guyane ont émigré, principalement vers les États-Unis. Les pays d'Afrique et du Moyen-Orient sont géographiquement plus proches de l'Europe, donc il est vrai que la plupart d'entre eux finissent par faire le voyage vers l'Europe à la place. Leur contribution à la puissance américaine ne doit pas être sous-estimée. Malheureusement, peu de statistiques précises existent sur l'émigration de cette région vers les États-Unis. Et donc évidemment, les États-Unis ne sont pas le seul pays à en récolter les bénéfices. L'Europe occidentale profite toujours plus des talents de l'Est et du Sud, tandis que Singapour attire les citoyens instruits de pays voisins comme la Malaisie et l'Indonésie. Comme dit plus tôt, l'Europe occidentale attire aussi des talents du Moyen-Orient et d'Afrique. Mais historiquement et aujourd'hui, l'Amérique reste la grande gagnante de la fuite des cerveaux. C'est prévisible pour le pays offrant le plus d'opportunités au monde. La question est cependant, maintenant que de nombreux pays font bien plus d'efforts pour retenir leur main-d'œuvre éduquée, que va-t-il se passer ensuite? L'Amérique a besoin de tous les talents en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques possibles, venus de partout. Seul l'avenir le dira. Merci d'avoir regardé.